va parler partenariat. Dans un monde de plus en plus réchauffé, où les sociétés sont de plus en plus divisées et les rapports politiques de plus en plus heurtés, ces partenariats deviennent d'autant plus essentiels. La question que je vais poser à notre panel, qui devrait ne pas tarder à monter sur scène, la question que je vais poser à notre panel, c'est quels sont les différents types de partenariats à mettre en place dans la perspective du développement durable. Ensemble, nous allons également évoquer quelles sont les difficultés rencontrées et les moyens de les surmonter. On peut applaudir notre panel. Merci à tous d'arriver pour certains, je crois, directement de Paris, du train depuis pas longtemps. Donc merci à tous d'être parvenus à arriver à temps sur cette scène. Avant de commencer, je vais vous présenter chacun d'entre vous. Alors effectivement, vous avez changé les cartes. Je vois que je n'ai pas Thomas Melogno à côté de moi, mais je devrais y arriver. Alors, je vous présente Thomas Melogno. Vous êtes directeur exécutif de l'innovation, de la stratégie et de la recherche à l'Agence française de développement. Je voulais vraiment vous remercier tout particulièrement, puisqu'à l'origine, c'était votre directeur, Rémi Rioux, qui était prévu, qui a eu un empêchement, qui doit aller à Hambourg, et vous avez accepté au débeauté de le remplacer. Donc vraiment un applaudissement spécial pour Thomas Melogno. Merci. Myriam Ferrand, vous venez de Bruxelles, je ne me trompe pas, vous nous venez de Bruxelles, vous êtes directrice générale adjointe des partenariats internationaux, INPA, vous savez tous ces noms un petit peu barbares qu'on a à Bruxelles et dans la recherche. Je pense que là vous les partagez de manière extrêmement rare. Nous journalistes, on aime beaucoup travailler avec ce genre de sigles que personne ne comprend dans le grand public, mais on va y travailler. Ensuite, Sawapak Injoy, vous avez fait le voyage depuis Bangkok. Merci beaucoup. Vous êtes docteur en médecine vétérinaire et en santé publique, directrice des relations internationales du département de contrôle des maladies au ministère thaïlandais de la santé publique et vice-présidente du programme international PRESOD pour la prévention des zoonoses. Vous vous exprimerez en anglais et une traduction simultanée sera proposée en français. Vous avez des casques qui sont disponibles en haut de la salle. Et pour ne pas tous vous perdre, je parlerai en français. Pour nous, le panel, pas de problème, vous n'êtes pas équipé en casque, tout va bien, ça fonctionne, super. Enfin, Slim Kalbous, dernier des intervenants, vous nous venez de Tunisie. Enseignant-chercheur en sciences de gestion et sciences politiques, vous êtes actuellement recteur de l'Agence universitaire de la francophonie et ancien ministre tunisien de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci beaucoup à tous d'être venus finalement en France, nous n'avons que Thomas, mais pour le reste de l'étranger de par ailleurs. Multiplication des catastrophes climatiques, on l'a déjà vu ce matin, montée des extrêmes politiques, conflits alors en Europe de l'Est, au Proche-Orient, dans la Corne de l'Afrique. Le monde n'a jamais eu autant besoin de coopération. Je me tourne donc vers Thomas Melogno. Quand on travaille dans une banque publique de développement comme l'AFD, quel partenariat privilégie-t-on? Comment contribue-t-on à un avenir plus durable? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Bon anniversaire à l'IRD. En préparant cette session, d'ailleurs, tous les deux, on s'est fait la réflexion que l'AFD et l'IRD sont deux institutions qui sont nées à peu près au même moment, mais à un moment où l'équilibre de la mondialisation était très différent. On sortait l'AFD a été créée pendant la guerre, mais ou juste après la guerre, s'agissant de l'IRD. Et dans le fond, la question des partenariats se posait de manière très très différente à l'époque. L'essentiel des institutions internationales ont été créées au sortir de la guerre. Et aujourd'hui, le partenariat peut être un mot creux, mais ça peut être aussi un élément substantiel et une manière de faire vivre des nouveaux partenariats internationaux. D'ailleurs, peut-être Myriam reviendra là-dessus, mais ce n'est pas tout à fait un hasard si on change à la fois les intitulés, mais aussi la substance en réalité de la manière dont on se projette à l'international. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit que la montée en puissance des tensions nord-sud est de plus en plus forte. Et on est né dans un monde où il y avait un nord bien identifié, un sud bien identifié, des pays riches, des pays pauvres, des pays développés, des pays en développement, et que la structure actuelle du monde devient très différente. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je pense que ça a un impact très fort sur la manière dont on doit nouer des partenariats et la manière dont on les conçoit. Peut-être pour vous dire quelques mots de l'AFD, je pense qu'on se conçoit, et j'imagine que l'IRD c'est la même chose, comme une passerelle entre le nord et le sud, et plutôt un outil pour réduire cette fracture, plutôt que de la voir s'étendre progressivement. Et dans nos fonctions respectives, une de nos missions certainement, c'est que ce soit des projets de développement qui sont financés, mais aussi des projets de recherche. On établisse des partenariats qui ont un caractère entre égaux. C'est à la fois une banalité de le dire, mais quand on le dit, en fait, on apporte une critique sur la manière dont on a pu travailler pendant des décennies. Et d'ailleurs, je veux saluer la manière dont assez tôt l'IRD a su renouveler son modèle
pour s'inscrire en particulier dans les dispositifs nationaux d'enseignement supérieur et de recherche. Et je pense qu'aujourd'hui à l'AFD, d'ailleurs dans notre activité de recherche, on s'est inspiré de ce qu'a fait l'IRD, et de plus en plus dans l'activité de financement de projet, là encore, on veut essayer de participer à construire une nouvelle mondialisation qui correspond à celle telle qu'elle est, à celle que nous observons, et non pas à celle qui ressortait du second conflit mondial. Ça, je crois que c'est très important. Vous donnez quelques exemples. Aujourd'hui, on a constitué à l'AFD un réseau de banques de développement qui s'appelle Finance en commun, qui réunit des banques de développement de l'ensemble des pays de la planète, chinoises, brésiliennes, françaises, allemandes, italiennes, africaines, de manière générale, latino-américaines, asiatiques. L'idée, c'est qu'on ne s'organise plus avec un clivage pays développé, pays en développement, mais qu'on essaye d'établir des partenariats qui dépassent les catégories d'hier. Si vous êtes, moi je suis économiste, si vous vous intéressez à l'économie, vous pouvez regarder un schéma qui est très éclairant, c'est la répartition du revenu dans le monde. Dans les années 60 et même 70, au moment où l'APD a été définie, il y avait vraiment un groupe de pays riches et un groupe de pays pauvres. Aujourd'hui, ce qui caractérise le monde, si on s'en extrait un petit peu comme Rawls, si on définit une sorte de voile d'ignorance, l'intérêt c'est de voir cette répartition des revenus dans le monde. On voit une grande classe moyenne, principalement avec les pays émergents. Il reste des riches, il reste des pauvres, mais le fait principal des 15 ou 20 dernières années, c'est vraiment l'émergence de la classe moyenne mondiale. Et avec notre politique de partenariat, elle doit s'inscrire dans cette nouvelle réalité de la planète. On entendra tout à l'heure Myriam en parler pour la dimension européenne, mais je crois que c'est très fort aussi au plan national pour la France. Et pourquoi ce long dégagement? C'est pour dire que dans le domaine du financement du développement, on observe des coalitions qui dépassent ces clivages anciens. Et moi, j'appelle vraiment à faire la même chose dans le domaine scientifique. Et cette réalité très forte de l'émergence, ça nous taquine, ça doit nous stimuler aussi, parce que en matière de recherche, par exemple, le niveau absolu qui va nous être demandé pour être des partenaires pertinents avec une valeur ajoutée, ce niveau monte. Et donc il faut qu'on s'adapte à la fois en termes de partenariat, de techniques pour établir des partenariats avec des pays en développement, mais aussi dans l'excellence, la pertinence des partenariats que l'on noue. Le dernier commentaire, peut-être, il est plus politique, c'est quand on fait un partenariat, on ne le fait pas à ces termes. Évidemment, on le fait à des termes en des termes qui sont déterminés conjointement. Là où c'est particulier en termes de recherche, et en particulier, notamment parce qu'on travaille sur des sujets internationaux, c'est que le choix des questions devient une question politique. Si on vient nous-mêmes en tant que chercheurs avec nos questions, ça peut être vu comme une forme de provocation dans des pays en développement. Et évidemment, ça a une forme de politisation du choix des questions de recherche. C'est une question qui n'est pas consensuelle, j'en suis parfaitement conscient, parce que je dirais que l'univers de la recherche fonctionne plutôt par une liberté qui s'étend du choix de la question jusqu'à l'apport d'une réponse rigoureuse scientifiquement. Pour autant, quand on travaille sur des problématiques d'intérêt global, et dans ce contexte post-colonial ou post-post-colonial, je ne sais pas comment il faudrait le qualifier, le choix des questions, dès lors qu'on est dans une relation bilatérale d'un pays européen avec des pays en développement, par exemple, devient une question qui elle-même est politique, et il faut admettre qu'il y a une forme de souveraineté politique au choix des questions prioritaires de développement. Faut-il privilégier l'environnement, le revenu, comment on peut concilier les deux? Et donc moi j'appelle à avoir une démarche assez politique en fait aussi dans le choix des questions, même si bien sûr ce qui doit être central dans la recherche et donc dans les partenariats de recherche, c'est le fait de travailler en toute rigueur et d'apporter une réponse qui, elle, n'est pas politique. La réponse doit être scientifique, même si la formulation des questions, elle, a une dimension politique. Voilà, merci. Merci Thomas pour cet exposé qui pose vraiment la question de c'est quoi un partenariat durable, effectivement, un partenariat politique. Je pense que vous allez avoir une réponse de l'autre côté de la table et de la frontière belge. Donc je mets le cap sur Bruxelles. Aujourd'hui, l'Europe ne peut pas relever seule les défis auxquels elle est confrontée. Elle a aussi un besoin croissant de partenariats. Mais lesquels, justement, vous allez pouvoir répondre à Thomas, doit-elle évoluer dans sa manière de coopérer? Myriam Ferrand, avez-vous la réponse? Merci et bonjour à tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être en France pour cette conférence et pour vous exposer le point de vue européen. Je souscris absolument à tout ce qu'a dit Thomas et je vais vous présenter la vision que nous avons à Bruxelles du changement de politique de développement. Donc nous essayons de nous éloigner d'une politique de donneur-receveur vers une politique qui vraiment établit des partenariats d'égal à égal avec certains pays choisis, mais j'ai envie de dire du point de vue européen, quasiment tous les pays qui nous entourent sur des sujets différents. Cela résulte d'un besoin de repositionnement. Thomas a bien expliqué les changements géopolitiques qui sont intervenus et non seulement la politique de la recherche devient une politique où les questions scientifiques ont une résonance politique, mais l'aide au développement devient un instrument qui est instrumentalisé, voire abusé,
par certains grands pouvoirs sur la planète. Et nous entrons, même avec l'aide au développement, dans une ère de compétition géopolitique. Et c'est en prenant la mesure de ces enjeux-là, en voyant également que la place de l'Union européenne dans le monde est de plus en plus contestée, que nous avons souhaité renforcer notre offre. Et renforcer notre offre sur plusieurs éléments. D'abord, sous la forme de partenariat, c'est-à-dire en identifiant les besoins pays par pays, région par région, les confrontant avec ce que nous, en tant qu'Européens, nous sommes les mieux placés pour offrir, pour essayer d'identifier des partenariats ciblés, mais qui ont un impact. Et donc la grande différence par rapport à la politique passée, c'est essentiellement que nous essayons de nous concentrer sur les politiques qui ont le plus de sens, au sens bilatéral, c'est-à-dire pour nos pays partenaires, pour l'Union européenne, mais également qui nous permettent mutuellement de faire face aux enjeux globaux. Donc le changement climatique, vous l'avez mentionné, mais également tous les défis qui sont liés à la transition numérique, les besoins accrus de connectivité et pour soutenir le tout, les besoins accrus en renforcement de tout ce qui est capital humain. Donc nous concentrons essentiellement sur éducation, appui à la santé, et la pandémie de Covid nous a bien montré l'importance d'une coopération à tous les niveaux dans le domaine de la santé. Donc ces axes ont été formalisés dans une stratégie européenne que nous appelons Global Gateway. Alors je m'en excuse, ça fait partie de la terminologie bruxelloise qui est très intraduisible. Donc nous sommes vraiment creusé les méninges, mais nous avons décidé que finalement Global Gateway c'était mieux pour tout le monde parce que c'était trop difficile de traduire au moins dans les 20 et quelques langues de l'Union européenne. Et nous avons également changé de méthode. Et la méthode est extrêmement importante pour nous. Donc, je vous l'ai dit, nous souhaitons nous concentrer sur des sujets précis qui nous permettent d'augmenter l'impact de nos interventions. Mais pour augmenter l'impact de nos interventions, il faut aussi que nous présentions un front uni au niveau de l'Union européenne. Et donc, nous avons formé des coalitions. Nous travaillons main dans la main avec l'AfD. Nous faisons également beaucoup de missions ensemble. Donc notre objectif, c'est non seulement de regarder ce que l'on peut faire au niveau de Bruxelles avec le budget européen, mais de mutualiser l'ensemble des moyens des 27 États membres. Et ces moyens sont à la fois des subventions nationales, l'aide bilatérale au développement, mais également mobiliser et travailler dans la main avec toutes les banques européennes de développement. Donc, bien sûr, l'AfD a une place clé dans nos partenariats internes, mais aussi la Banque européenne d'investissement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Et également, l'ensemble, nous essayons de rallier à notre cause les agences de soutien à l'exportation pour nos entreprises. Parce qu'il y a une grande nouveauté dans notre manière de faire du développement, c'est de travailler main dans la main avec le secteur privé européen. Pourquoi ? Non pas parce que, et je réponds d'emblée à certaines critiques qui nous sont adressées, parce que nous voulons nous recentrer et utiliser les crédits de développement pour favoriser l'industrie européenne, non pas du tout, mais parce que lorsque on regarde les besoins de financement pour atteindre les objectifs de développement soutenable qui ont été fixés par l'ONU, nous ne sommes à l'heure actuelle qu'à 17%. Des objectifs qui sont censés être remplis en 2030. Et la réalité est que le besoin de financement s'élève à 4 000 milliards par an. L'aide publique au développement au niveau mondial est à 0,2 0,2 milliards, 200 000 milliards. Nous avons un gap phénoménal en termes de besoin de financement et les crédits publics mutualisés ne pourront jamais répondre. Donc, ce que nous souhaitons, c'est utiliser ces crédits publics pour inciter et encourager les entreprises européennes et le capital privé à venir soutenir les mêmes objectifs. Et donc, nous travaillons main dans la main avec le secteur privé. Et donc, tous ces acteurs confondus, nous appelons ça l'équipe Europe. Et en fait, quand nous allons négocier des partenariats, nous ne négocions pas au nom de la Commission européenne ou la France ou l'Allemagne ou un certain groupe. Nous arrivons avec des offres globales
qui se concentre, si on prend le changement climatique, sur les besoins d'investissement en infrastructure, mais également d'une manière globale, ce que l'on appelle l'approche 360 degrés. Nous regardons tous les facteurs qui permettraient de vraiment développer de la valeur ajoutée locale. Ça commence par une coopération scientifique. Ça continue par une coopération en matière de cadre réglementaire. Nous exportons les valeurs européennes. Donc si on parle de digitalisation, on parle de transparence, de protection des données personnelles. Nous travaillons sur des offres de formation qui permettent le soutien du tissu économique local. Donc tout ça sous forme intégrée. Je vois que j'ai dépassé, je m'arrête là. Je voulais juste vous donner un exemple qui peut vous intéresser. La semaine dernière, nous avions une conférence sur l'île de Granada pour essayer de travailler avec l'ensemble des pays des Caraïbes et le Mexique autour du golfe du Mexique pour valoriser les sargasses, l'utilisation des sargasses, qui sont un vrai facteur polluant qui empêche le tourisme, les algues des sargasses. Et donc nous essayons d'amener tous les financiers européens, nous avons 9 États membres avec nous, des compagnies européennes pour travailler avec l'ensemble des pays de la région pour développer de la recherche et du développement qui permettent d'utiliser économiquement les sargasses. On peut en faire des biocarburants, on peut en faire des cosmétiques, d'amener nos entreprises et les PME innovantes. Donc ça, c'est un exemple de ce que peut être un partenariat concret, mais qui répond à un enjeu global. Je m'arrête là, mais je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Les questions ensuite. Merci Myriam pour ces éléments. D'après ce que j'entends, on doit donc réinventer nos partenariats pour les rendre plus durables. C'est ce qui est en cours de réflexion ou carrément de réalisation, que ce soit pour l'AFD ou que ce soit à Bruxelles. C'est aussi le cas dans le secteur de la santé. La pandémie de Covid-19 nous l'a d'ailleurs bien fait sentir. Swawa Pakinjoy, au sein du réseau scientifique Présode notamment, vous participez à cette nouvelle coopération sanitaire mondiale. Que pouvez-vous nous en dire ? Okay, thank you very much, Dajinder. First of all, I would like to thank for the IRD that invite me from the Thailand. That is quite really far. That means we take like 12 hours for here, and that's to join within the birthday party, the conference here, and this MC. Already, I remember in this morning you asked that any participant from Asia, but I saw very few people from here. But that's good that I be like a representative from like an Asian country that join here, because that's it can show you how we can build a partnership together, how we can network around the world by using the research, by using the innovation to bring us to joy. And as in the MC recommend me that it have hat. The first hat is called like a veterinarian medicine that work in the Ministry of Public Health. So it means that zoonotic disease is called like the disease that it just need like a multi-sectoral cooperation. So what we learn after like a COVID-19 or mpox, just only one sector, we cannot fight any disease. That means we need more people, we need more hands from different angles, from different views that can join. And also for another hat, it's called like a PRESORT. It's called like a preventing of the zoonotic disease emergence that initiated by France. Okay, for this concept, we would like to prevent any emerging disease or any threat that at the beginning, at the source of infection. So what we have done under this project, we got like a grant and work together within the Thailand, France, and Laos. And we bring that to in the community level. Actually, in both Thailand and Laos, we have village health volunteer. That's mean in each village of our country. We have the village health volunteer that like a health officer, we train them to become like the people in the community to understand what the disease, and even that they see something wrong in the community, how they can notify the people at the upper level
to contain the disease. So it means that even though we work in community, it's just not only the health sector or in the livestock sector, but the major player will be in the local authority under the Ministry of Interior. So that means we need that kind of collaboration to work among each other. This for like in the subnational level. But when we go up to in the national level, we need more. Because even though we would like to implement any activities in the community, and we need like a sustainable finance, we need to convince their politicians and how we can convince them. So that means we have to think about in the national strategic framework and try to bring what in the scientific or the evidence base and translate in the the message is normal message that can make like a politician to understand. So this is another thing that we have to partner within the political or the politicians, and even that they can see how the important, that means the budget can go to in the community level in the sustainable way. But as in the AFD and Sol Mariam said that even though we cannot just sometimes be recording some country, just like Thailand, we cannot have like auditing or the resources. That means we need to work within the international agency. So international development is one of the tools that can bring us to joy. So that's why in ASEAN, we initiate that in the ASEAN One Health Declaration. And also this is a declaration have like a joint plan of action. Joint plan of action, they gather the agency, especially for the World Bank, that join within this program. And also we try to engage within the private partnership program as well. So that means we would like to bring more resources to at the regional level. So this is kind of the example that we need to analyze the stakeholders, and then we need to use in the both approaches from in the top-down and bottom-up approaches. That's how we can sustain the partnership, how we can sustain the sustainable in the community level. Thank you. Merci beaucoup. Parfait, le timing parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup Soa Wapak pour ces éléments et cet éclairage très intéressant venant d'Asie. La santé et la science peuvent donc être au cœur de partenariats en faveur du développement durable, on l'a vu, c'est ce que vous faites aujourd'hui en Asie. Stine Kalbous, qui est recteur de l'agence universitaire de la francophonie, ce n'est pas vous qui direz le contraire, j'imagine. Bien au contraire. Nous ne pouvons que soutenir. D'abord, je voudrais à mon tour dire un joyeux anniversaire à l'IRD. Très content de participer à cet événement et une organisation partenaire avec qui on fait de très très belles choses un peu partout dans le monde. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, avec Valérie Vardier, ici présente, on va signer le renouvellement de la Convention cadre qui, je l'espère, renforcera encore davantage tout ce que nous faisons de bien ensemble. Alors, je voudrais juste d'abord, pour commencer, dire deux mots sur l'Agence universelle de la francophonie, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas. C'est une organisation internationale. Alors, tout le monde donne son âge, alors je veux dire aussi, allez-y, sentez-vous libre. Qui a été créée en 1961. Et en fait, c'est une organisation d'aide au développement, je dirais, par la connaissance et le savoir. Et elle a ce nom d'universitaire parce que nous sommes d'abord un réseau d'universités et nous sommes aujourd'hui plus de 1000 universités et centres de recherche membres de notre réseau, et donc ça fait de nous le premier réseau universitaire au monde. Je voudrais aussi préciser un élément très important. Nous sommes évidemment une organisation qui défend la francophonie, mais pas contre les autres langues, mais avec les autres langues. Ce que nous défendons d'abord et avant tout, c'est la diversité des langues dans les sciences. Ce que nous avons constaté aussi ces dernières années, c'est un monolinguisme inquiétant dans la production scientifique. Et une récente étude a montré que en 2023, 94% des articles publiés dans des revues indexées sont des articles en anglais. Ça veut dire que les 4 ou 6% qui restent en espagnol, en portugais, en arabe, en mandarin et en français.
ce qui est inacceptable parce qu'il y a un appauvrissement de la pensée intellectuelle, parce que les difficultés de développement dont on parle depuis ce matin ne peuvent pas être résolues par une seule vision du monde. Ce n'est pas tant un problème linguistique, c'est un problème de pensée intellectuelle et de vision du monde qui doit être aussi diversifiée de la complexité de ce que nous devons résoudre comme problème dans le monde pour le développement durable. Et donc nous défendons les sciences en français, cette francophonie scientifique, pas contre d'autres langues, mais dans le cadre de la promotion de cette diversité de la pensée intellectuelle et la diversité des sciences et donc des solutions à apporter au monde. Maintenant, concrètement, notre organisation a pu faire signer aujourd'hui 42 gouvernements autour d'un concept, le concept de diplomatie scientifique francophone. Alors, la diplomatie scientifique prend de l'élan depuis quelque temps, c'est tant mieux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en fait des instances, des processus qui mettent plus en commun les politiques et les scientifiques. Et nous avons réussi à rédiger un manifeste qui est aujourd'hui porté par 42 gouvernements de l'espace francophone. Et ce manifeste présente deux message. Le premier, c'est de dire aux politiques, vous êtes les décideurs, il n'y a pas de souci, vous allez continuer à prendre la décision, mais peut-être que ça serait bien, sur des sujets assez complexes, de mettre en place des structures qui permettent de rencontrer les scientifiques avant, d'avoir des avis neutres, pas idéologiques, pas partisanes, et qui permettraient peut-être de justement donner un peu plus d'objectivité dans la décision politique et un peu plus de neutralité. C'est le message principal. Le deuxième message, c'est de dire quels sont les principaux points de coopération possibles. Alors, je souscris évidemment totalement avec ce qu'a dit mon collègue, puisque l'AFD aussi est un partenaire de l'AUF et un des gros bailleurs, d'ailleurs importants, de l'AUF. Et je viens de renouveler une des conventions avec Rémi Rio il y a quelques jours, il y a 3 jours, lors du sommet de la francophonie qui s'est déroulé à Paris. Et donc on partage parfaitement cet état d'esprit, et c'est pour ça que nous sommes très contents de travailler avec l'AFD, contrairement à d'autres bailleurs qui sont des purs financiers, mais les valeurs que porte l'AFD sur une vision du co-développement, nous la partageons. Et je voudrais ajouter quelque chose. Dans les pays du Sud, il y a un problème de gouvernance et un problème de financement, mais il y a des îlots d'excellence et il y a des individualités extraordinaires dans tous les domaines, y compris dans les domaines les plus pointus dans les sciences et le développement. Et ce partenariat de co-développement devrait permettre justement à ces personnes-là de s'exprimer dans un cadre institutionnel de partenariat. Et lorsque nous voulons réellement un co-développement, il faut écouter les priorités des pays du Sud. Et il est très important de changer avec ce discours, de dire, alors qui est bienveillant, mais que de dire, nous connaissons vos problèmes, et voilà ce que nous vous proposons comme solution. Ça ne passe plus. Et donc, si on est réellement dans l'esprit d'une co-construction et d'un co-développement, il faut d'abord faire ce qu'on appelle le diagnostic du besoin, c'est-à-dire identifier réellement quels sont les besoins de ces pays du Sud avec qui on veut collaborer, et puis trouver les points communs, parce qu'il faut que ça soit gagnant-gagnant. Et sur ces points communs, ça ne peut que marcher, parce qu'il y a une compétence qui vient des deux côtés, et il y a un apprentissage mutuel. C'est cette approche que nous défendons à l'AUF et qui marche vraiment très très bien. Alors, merci. Finalement, vous avez bien expliqué tous les quatre la même chose. Ces nouveaux partenariats, à quoi ils ressemblent, plus équilibrés. Certains partenariats ne pourraient plus se faire aujourd'hui ou ne se feraient différemment, où effectivement on vient imposer, où le Nord vient imposer ses solutions au Sud en disant nous, on a bien compris ce qu'il vous faut et voilà ce qu'on vous propose. Donc là, on parle de la co-construction. Mais très concrètement, vous donnez l'exemple des sargasses pour la Commission européenne. Est-ce que vous pourriez me donner des exemples de partenariats aujourd'hui, dans vos sphères différentes, qui ne seraient plus possibles aujourd'hui ou qu'il est difficile d'assumer encore aujourd'hui? Vous auriez des exemples? Oui, allez-y. Je peux vous donner un exemple d'un partenariat qui fait grincer des dents au début quand on le voit sous l'angle développement. C'est celui que nous sommes en train de mettre en place sur l'exploitation des matières premières critiques. Dans le cadre de la transition numérique, il est absolument clair que lithium, du cobalt, lithium, cobalt, cuivre, manganèse, tous ces minéraux qui sont absolument indispensables pour la transition numérique, pour les batteries, pour passer vraiment, mettre en œuvre le pacte vert. Donc, l'Europe est extrêmement déficitaire. Il y a un grand pays, la Chine pour ne pas le nommer, qui a investi massivement dans le reste du monde, dans les mines.
l'extraction minière est une activité par définition polluante, qui en tout cas ne rentre pas dans les domaines du développement traditionnel. Il y a aussi un a priori majeur de nos partenaires par rapport à tous les travers de la colonisation, lorsqu'ils nous voient arriver en disant « nous voulons faire un partenariat dans l'extraction des matières critiques », et d'ailleurs l'extraction n'est pas le bon mot, dans les matières, l'exploitation des matières critiques. Donc il y a une très grande peur qu'il s'agisse juste d'exploiter pour exporter alors, directement. Donc, ce partenariat existe. Nos partenariats que nous avons signés en ce moment avec 14 pays dans le monde entier a la vocation inverse. C'est-à-dire que ce que nous voulons, c'est aider les partenaires à développer une valeur ajoutée à partir de la matière première dont ils disposent. Donc cela commence avec l'aide à l'exploitation selon des normes environnementales, respect de l'environnement, respect des études d'impact, de l'inclusion des minorités, en particulier des minorités indigènes dans les zones où se trouvent les mines, d'exploitation selon les standards européens et internationaux propres. Cela passe par la formation, la recherche et développement et la formation de la main-d'œuvre locale pour qu'ils puissent travailler, non seulement dans les mines, mais ensuite dans le raffinage, dans la transformation. Et notre objectif est uniquement d'exporter une partie des matières transformées. Et donc ça passe par coopération, transfert de technologies propres, coopération dans la recherche et le développement, coopération dans la formation professionnelle, le tout avec des entreprises européennes qui peuvent faire ce transfert, soutenues par des fonds publics là où c'est nécessaire, parce que ce sont des investissements extrêmement risqués. Donc nous dérisquons les investissements du secteur privé. Est-ce que quelqu'un voulait réagir? Allez-y. Peut-être un exemple, juste qui va rebondir sur ce que disait le recteur Slik-Kalbous à l'instant. Je pense dans le domaine de l'enseignement, si vous regardez dans les années 70, la coopération finançait des milliers de postes d'enseignants qui de fait étaient une forme d'assistance technique de substitution. Aujourd'hui, le programme dont parlait à ma droite le recteur, c'est dans le cadre d'une agence internationale dont sont membres la France, mais aussi des pays en développement, des programmes de formation, mais à la fin, on est bien sur un partage d'expertise, une formation qui vise à nourrir des systèmes qui sont des systèmes nationaux. Donc de ce point de vue, il y a vraiment une évolution très importante dans notamment les systèmes d'éducation, d'enseignement supérieur. Monsieur Kalbous, je souscris avec un exemple que tous les enseignants-chercheurs connaissent et qui a beaucoup évolué ces dernières années, c'est les co-tutelles de thèse. Ça, c'est un exemple très concret. Les co-tutelles de thèse avant, c'était quasiment un transfert de compétences du sud vers le nord. C'est-à-dire qu'on était supposé être deux directeurs, le terrain se fait souvent dans le sud, puis après les exploitations se font dans le nord, les brevets sont déposés dans le nord, l'exploitation économique est faite dans le nord, et finalement, à part quelques séjours dans les laboratoires pour les chercheurs du sud, il n'y a pas grand-chose et on n'y retient rien du tout en termes de développement. Donc c'est ce qu'il faut arrêter. Et c'est en train de changer? C'est en train de changer petit à petit, parce que le discours qui est tenu aujourd'hui est nouveau. Et tout le monde n'est pas encore convaincu. C'est ça ce qu'il faut dire aussi, parce qu'il ne faut pas donner une fausse impression au public qui nous entend. Ce sera ma prochaine question. Tous les acteurs du développement sont convaincus de cette approche. Non, du tout. La majorité n'est pas encore dans cet état d'esprit. Et donc c'est un travail aussi de plaidoyer à mener pour que ça soit que la majorité des acteurs le pensent aussi. Et ça, c'est super important. Qu'est-ce que vous voulez réagir? If you want to react, you react. If you want to wait for the next question, you wait. Okay, I can wait. Ok. Justement, ce que je voulais vous demander, parce que vous dites vous-même, il ne faut pas donner l'impression, on parle de partenariat durable, on n'y est pas. On est bien d'accord. C'est pour ça qu'on a une table ronde, on n'est juste pas là en train de se dire on est trop fort, enfin moi je ne fais pas grand-chose, mais vous êtes trop fort, et on a des super partenariats. Ma question, c'est plutôt de savoir justement, on sait ce que c'est qu'un partenariat plus durable en tout cas, qu'on n'est pas sur un transfert d'exploitation et de ressources, etc. Mais aujourd'hui, c'est quoi les difficultés justement? Qu'est-ce qui vous bloque? Parce que vous parlez du fait que ce n'est pas rentré dans les mœurs. Est-ce que c'est juste un problème d'acculturation? Est-ce que ce sont d'autres problèmes? Ce sont les intérêts financiers. Voilà. Qu'est-ce qui empêche ou qui freine ce passage à des partenariats plus équilibrés? Je pense que la première des choses, c'est une meilleure connaissance des partenaires. Ça manque, justement. Elle manque, cette connaissance, c'est ça ce que vous dites? Oui, il y a un déséquilibre dans la connaissance parce que le Sud connaît très bien le Nord et le Nord connaît très peu le Sud.
Et on est surtout sur des a priori, des stéréotypes. Alors bien sûr, il y a des experts qui connaissent très bien, mais ils ne représentent pas souvent la majorité ni les décideurs. Et c'est pour ça que nous, on plaide pour la diplomatie scientifique, c'est-à-dire de rapprocher les décideurs de ceux qui savent. Parce que les décideurs, souvent, malheureusement, ne connaissent pas et prennent des décisions sur des images, sur des stéréotypes. Voilà. Et donc, la première des choses, c'est vraiment de créer des structures, de créer des occasions de mieux se connaître, parce que c'est comme ça qu'on peut co-construire les approches. Après, il y a une question de méthodologie, ce qui vient d'être dit par mon collègue de l'IRD, c'est-à-dire le projet que nous portons ensemble pour changer les systèmes éducatifs, en fait, on vient avec aucune recette, aucune proposition. D'abord, on propose au ministère avec qui on va travailler un plan de diagnostic. Et on identifie les besoins du pays, les priorités des pays. Après, on leur dit, parmi toutes vos priorités, voilà, celle-ci, on peut vous aider là-dessus. Là aussi, on peut travailler avec vous. Là aussi, là, c'est pas notre affaire, on ne peut pas vous aider. Et donc, ensuite, on définit les priorités communes pour vraiment travailler ensemble. Et à ce moment-là, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Nous, on apporte la mobilisation de l'expertise que nous pouvons apporter. Et eux, ils bénéficient vraiment parce que ce qu'on leur dit souvent, c'est qu'est-ce que vous allez faire en priorité sans que nous, on existe. Et nous, on se greffe à ce qu'ils vont déjà faire. Mais on les aide à le faire peut-être un peu mieux parce qu'on est avec eux. Mais ils vont de toutes les façons le faire et donc les équipes sont impliquées, le cofinancement est là et l'intérêt d'arriver au bout est là. Le problème du Nord, c'est que quand on fait un bilan sur les 20 dernières années, le Nord a mis beaucoup d'argent dans le Sud et le Sud ne s'est pas développé encore. Donc il faut faire autrement. On ne peut pas continuer à faire. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir là-dessus, soit WAPAC sur le fait que quels sont les obstacles à des partenariats vraiment équilibrés? Okay, thank you very much. And I would like to say that the first thing that in the prevent us, that in the how we can join each other, that's in the we lack of in the analysis, identify. For example, when we think about the disease, we use just, okay, the disease that's in just only like a medical doctor or in the laboratory technicians. But sometimes we lack of that, the source of the disease. It came from like maybe from in the Brampton Hill surrounding area. That means we need to invite the Brampton people to join at the beginning. So that means in the we is kind of like even though we didn't like invite them to be a part of in the program at in the beginning, maybe it's cut for is lack for like entirely participation from other partners at the beginning, and then for the another thing that we lack, because in the we cannot establish the two words trust and respect for in the different from us. For example, for me, because I'm a veterinarian, right? Sometimes even though we cannot know the people from in the mental health sector, maybe we cannot trust each other. Then even though you have not like another trust, it means that it can create something that in the if you cannot make a trust, you cannot make a network. It's hard to join. So that means we need to create like an atmosphere that how we can bring the network and trust and respect each other. This is another point that I would like to add, that even though we would like to strengthen the partnership with other people with the different disciplines. Merci. Thomas, oui, allez-y. Peut-être en deux mots, là on part presque du principe que tout le monde a envie de faire des partenariats internationaux, mais un des obstacles principaux, c'est aussi que certains pays ou personnes peuvent ne pas du tout avoir envie de faire des partenariats internationaux. Est-ce que vous avez des exemples justement de ça? Mais on pourrait dire de type de. On a donné des noms jusqu'à maintenant depuis ce matin. C'est pas tellement au niveau des personnes, c'est plutôt, là je serais quasiment, enfin plutôt au niveau des États. Il peut y avoir des logiques strictement isolationnistes. On va traiter des problèmes au niveau national. Ça peut paraître aberrant quand on parle du changement climatique, mais certains pays peuvent se dire je vais faire uniquement de l'adaptation et laisser à d'autres le sujet de l'atténuation. La deuxième logique qui peut se poser... Hein, oui, ça existe. Par exemple, qui n'est pas du tout... Ah, je pense à quelques pays, pardon. Oui. C'est la diplomatie climatique, elle montre une infinité de positions entre ceux qui veulent investir plus dans l'atténuation et dans l'adaptation. Donc ça, c'est une première réalité qui peut s'opposer à des partenariats internationaux. La deuxième, c'est aussi la logique de bloc, c'est-à-dire, et on le voit, il y a un risque d'alignement, États-Unis, Chine, éventuellement ceux qui ne veulent être alignés sur personne ou polyalignés, comme le disent certains. Enfin, quand même, c'est un obstacle majeur à la logique de partenariats internationaux, tout simplement si on ne veut pas. C'est-à-dire au-delà des sujets de méthode dont on a parlé, il y a quand même un préalable qui est de se demander est-ce qu'on veut faire des partenariats entre États et de manière assez large. Mais je parle que de cet aspect-là.
Vous voulez réagir, Myriam? Pour beaucoup de pays qui se retrouvent dans cette position de balance entre les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre, il y a clairement ceux qui ne veulent pas de partenariats internationaux du tout, puis il y a aussi ceux qui regardent l'Europe en se disant on serait quand même intéressé par une troisième voie. Et là, les difficultés que l'on rencontre sont, j'ai envie de dire, d'abord celles du financement. Ouais. Parce que nous avons affaire dans les pays les plus en difficulté à des pays très largement endettés. Or, notre offre comporte une partie de subventions, mais qui reste minimale. Et nous travaillons toujours sous base de prêts et de garanties au-delà du transfert de technologie. Donc il y a un vrai accès de financement dans un monde très fragmenté où la Chine arrive avec des prêts aux conditions plus ou moins douteuses, mais beaucoup plus attractives. Donc on a un déficit d'image d'un côté par rapport à la Chine et d'accès facile au financement. Et ensuite, en interne, nous sommes en train d'essayer de monter ce que je vous appelais l'équipe Europe, c'est-à-dire une coalition à 27, mais 27 États. Ça veut dire des centaines de partenaires. Et au-delà de la difficulté de rallier tous les Européens, au niveau de chaque État membre, nous avons besoin de toutes les composantes, donc de la composante scientifique, de la composante institution financière d'aide au développement, mais également de la composante industrielle. Donc nous souhaitons travailler aussi avec les ministères de l'économie, avec les agences d'appui de crédit à l'exportation. Et donc c'est tout un travail de coalition aussi au niveau des États membres pour vraiment arriver avec une offre consolidée. Donc, on est au début. On voit le potentiel, on voit qu'on peut faire beaucoup plus, mais on a déjà beaucoup de succès. Sur la Chine, parce que vous parlez de la Chine, je vous laisse la parole après Thomas, mais sur la Chine, est-ce que justement les partenariats que propose la Chine sont plus équitables ou ont juste une apparence plus équitable dans ce que vous pouvez... Dans ce que nous voyons, donc les partenariats qu'offre la Chine ne sont pas transparents. Donc nous ne pouvons pas répondre de manière ferme à cette question. Mais nous voyons bien certains biais que nous énoncent nos partenaires en termes d'attractivité des prêts, parce qu'en général, ils ont une très longue période de grâce. Donc on ne paie pas maintenant, mais on paiera dans 20 ans. Un contenu très fortement lié à l'activité de la main-d'œuvre chinoise, alors que nous, ce que nous souhaitons valoriser, c'est le développement, la création d'emplois dans les pays et d'offrir des opportunités à la main-d'œuvre locale. Il y a des difficultés de qualité. Si on parle du numérique, il y a des difficultés de protection des données numériques. Donc, on a identifié certains éléments. Maintenant, je ne peux pas vous dire qu'il y a certainement des partenariats avec des partenaires chinois qui sont extrêmement équitables. Ce n'est pas... Je vais laisser la parole à Thomas, je vous en prie. Peut-être une expérience personnelle. Moi, je suis frappé notamment dans les pays qu'on qualifiait avant en développement, mais à peu près personne n'a envie d'être aligné. En réalité, la logique d'alignement, elle est très repoussante. J'étais récemment en Indonésie, je voyais d'ailleurs que le gouvernement prépare l'anniversaire de la conférence de Bandung, c'est un autre type d'anniversaire. Et je suis frappé, c'est vrai en Asie, mais c'est vrai en Amérique latine, également en Afrique, beaucoup de pays émergents qui maintenant développent leur propre système de coopération. Donc il y a une agence thaïlandaise de coopération internationale, j'ai vu une agence indonésienne, j'ai vu la même chose au Mexique, en Colombie par exemple, pour ne citer que quelques pays. Et je pense que précisément, il y aura assez peu d'appétence dans le monde pour se réaligner, alors que le souvenir de l'alignement n'est pas très positif. Oui, bien sûr. Et d'une certaine manière, ça peut laisser à l'Europe, à la France, une carte à jouer dans un univers où il y a une appétence et une disposition pour des partenariats dès lors que leurs modalités sont acceptables. Dernière question que je voulais vous poser, c'est quels sont les domaines où vous pensez que l'on manque cruellement de partenariats et de coopération pour construire un monde durable? Est-ce qu'il y a vraiment des secteurs où c'est difficile, où c'est vraiment encore plus compliqué, où il y a un manque? On a beaucoup réfléchi à cette question à l'AEF parce qu'elle n'est pas facile, hein. Elle semble simple comme ça, elle est complexe. Et notre prochain grand événement, on l'a appelé à Francophonie Scientifique face aux défis de l'avenir. On s'est dit, mais quels sont les défis de l'avenir? Et on a mis beaucoup de chercheurs pendant des mois pour réfléchir. On les a résumés en 5 grands chapitres. Alors au-delà de celui qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui est développement durable, climat, écologie, évidemment, celui-là, tout le monde le partage. Le deuxième qu'on a identifié, c'est tout ce qui est IA générative et l'implication, d'une manière plus générale, de la technologie sur la façon de faire les choses, que ce soit l'entreprise, que ce soit l'école, que ce soit la santé. Tout est en train de changer avec ce qui arrive comme transformation technologique. Après, il y a la question de la transformation des métiers.
Et nous, en tant qu'universitaires, ça nous interpelle beaucoup parce qu'il faut 5-6 ans pour former un ingénieur. Les choses évoluent tellement qu'aujourd'hui, au moment où l'étudiant rentre en première année et au moment où il sort, il y a une obsolescence de ce qu'on lui enseigne parce que les choses évoluent à une vitesse incroyable. Donc il faut aussi, c'est un défi pour enseigner autrement, pour lui donner plus des outils d'auto-apprentissage sur tout ce qui se passe et tout ce qui change. Et c'est un gros défi aussi. On a identifié un quatrième, c'est la différence démographique. Alors, parlait du Nord et du Sud, il n'y a pas que la question de l'argent, il y a aussi la question de la différence démographique. On a des pays qui manquent de main-d'œuvre et des pays où il y a trop de main-d'œuvre, une massification de la jeunesse qui arrive à l'école et on ne peut pas suivre le rythme, ce qui donne aussi les problèmes de flux migratoires. Et c'est des problèmes qu'on traite malheureusement de manière trop politisée et trop idéologique, alors que ça devrait être traité de manière rationnelle en tant qu'humain. C'est comment améliorer la circulation. Parce qu'aujourd'hui, on entend certains pays donc du Nord qui parlent d'immigration choisie et ils ont raison. Les pays du Sud parlent de la fuite des cerveaux et ils ont raison, mais on ne se parle pas. Chacun reste un petit peu sur ses positions et donc il faut que les scientifiques participent à ce débat. Et puis le dernier débat, et on le vit autour de nous, c'est toute la désinformation, le système politique qui évolue. Sociologiquement, les choses évoluent de manière incroyable et on n'arrive pas à trop expliquer. Et le monde politique est finalement un peu désarmé face à ce qui se passe. Des scènes comme des gens à la hache au Congrès américain qu'on a vu il y a quelque temps. On est dans un film de science-fiction, on n'aurait pas imaginé que ça pouvait se passer. Il y a plein d'autres comme ça d'exemples qui font qu'aujourd'hui, peut-être que les scientifiques pourraient donner une vision différente sur la nouvelle sociologie qui arrive, notamment avec les réseaux sociaux, etc. Voilà, donc on a défini ces 5 thèmes qu'on pense être des thèmes prioritaires sur le débat entre les politiques et les scientifiques pour un monde meilleur pour les prochaines années. Alors, est-ce que qui veut réagir juste sur le... On a quelques... Vous pouvez regarder ça, on a 2-3 minutes de plus. Est-ce que... Thomas, allez-y, réagissez. Peut-être, moi je reprends la typologie qui a été faite à l'instant. J'insisterai quand même peut-être sur le sujet de l'intelligence artificielle, parce que je pense que dans les 5 domaines que vous avez cités, c'est sans doute celui sur lequel, au plan scientifique, on a le risque le plus important de décrochage. C'est vrai en Europe, c'est vrai en Afrique, c'est vrai en Amérique latine, et c'est vrai pour l'essentiel de l'Asie hors Chine. Avec un risque d'une nouvelle fracture. Essentiellement parce que les États-Unis ou la Chine sont des très gros marchés où les entreprises peuvent investir 10-15 milliards parfois sur un gros algorithme, ce qui aujourd'hui n'est pas à notre portée très concrètement. Et donc là, on a vraiment un sujet, je crois, de partenariats internationaux pour faire le lien avec la table ronde, pour s'assurer qu'il n'y ait pas un décrochage dans ce domaine-là qui va être très important, mais pour lequel on a un handicap de départ qui est bien réel. Okay, I would like to highlight that in there some things that's very complex for climate change. Everyone agree that in the climate change and can cause a lot of things as very in the complex issue. So that's mean, for example, when we said that why in the local people, the agricultural, they burn the sugar cane. That means that then create like a PM2.5 in the environment, right? But even though we need the researcher to go there and talk within the agricultural, why the farmer, why they still burn the sugar cane. Actually, we have kind of the machine that easily to cut the sugar cane, but they have some in the local context that why they still consist that, and we talk about we need to talk within the government, and if you can launch the policy that can talk within the factory or in the a private factory, even that you just receive the sugar cane only fresh cutting sugar cane is possible. That's meaning that they have to talk within the private partner. So it means that we have to see through in the link each other between each community on that issue. So that means the climate change is complex issue. We cannot look only one view and make a decision, but we need talk within the different views and using the researcher to bring what in the the cause of the problem and then make to deliver the policy. Merci Sowapak. Myriam, un petit mot de la fin? Il est offert. Allez. Avec le plus grand plaisir. Non, sur les enjeux à venir, je suis d'accord que l'intelligence artificielle me paraît celui sur lequel nous avons à ce stade le moins investi et moins de visibilité en termes de partenariat. Ensuite, le plus grand pour moi, c'est tout ce qui est technologie propre, où nous avons bien avancé, nous avançons dans les partenariats, mais les enjeux sont tels et la concurrence internationale est telle
qu'il y a vraiment beaucoup de travail à lancer. Et c'est pour ça que dans les nouvelles priorités politiques de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, nous avons annoncé un nouveau type de partenariat que nous souhaitons développer, les partenariats pour l'investissement et le commerce propre. Donc pour essayer de rassembler ensemble tous les paramètres qui permettent de définir des partenariats vraiment pour un verdissement, entre guillemets, mais toutes les technologies et le transfert de technologies sur les technologies propres est pour moi un des vrais enjeux sur lequel nous travaillons, mais où beaucoup reste à faire. Merci beaucoup à tous les quatre. On peut applaudir nos intervenants. Merci à vous.